Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va parler méthodologie pour les classes préparatoires aux grandes écoles ou même pour les élèves qui sont en terminale et qui veulent faire des maths dans le but de rentrer en classe prépa ou d'avoir un excellent dossier. Alors pour réussir en maths, premièrement ce qui est important c'est le cours, puis le cours, puis le cours. La plupart des élèves échouent parce qu'ils éludent complètement le travail du cours et vont directement voir les exercices. Alors, aller voir directement les exercices, c'est une possibilité. Cependant, ça marche en terminale dans quelques petits cas, c'est-à-dire quand le prof pose tout le temps les mêmes exercices et donc que vous êtes dans une forme d'évaluation qui est normalisée, où vous êtes à peu près sûr d'avoir tout le temps la même chose. Le problème, c'est le jour où on vous pose quelque chose de différent, il n'y a plus personne. Donc je vous explique en classe prépa, en maths sup ou en prépa HEC comment il faut travailler ça. Le cours, c'est la pierre angulaire de l'apprentissage. Vous devez dans un premier temps lire le cours ligne à ligne. Et là j'insiste, c'est-à-dire que c'est une suite de raisonnements et il faut lire le cours ligne à ligne. Il faut être au calme, sans le téléphone sur la table ou autre type de distraction. Il faut avoir son cours et il faut avoir une feuille de brouillon à côté pour pouvoir prendre des notes ou réfléchir. Vous lisez ligne à ligne votre cours. D'une ligne à l'autre, vous devez comprendre le raisonnement, c'est-à-dire je passe de la ligne 1 à la ligne 2 et je sais pourquoi. Une fois que vous faites cette lecture attentive et active, vous allez comprendre toutes les implications, tous les raisonnements et vous allez comprendre l'enchaînement logique de la théorie qui vous est présentée. Une fois que ceci est fait et que vous avez compris ligne à ligne les enchaînements logiques, vous pouvez noter sur une feuille à part les théorèmes, ça vous devez les apprendre. Les théorèmes, vous les apprenez par cœur et surtout, vous apprenez par cœur les hypothèses d'application du théorème. Sans ça, ça ne sert à rien. Une fois que vous avez votre théorème et que vous avez compris l'enchaînement logique qui a amené à ce théorème, normalement il y a des exemples. Je vous conseille de travailler les exemples, ça va vous faire utiliser le théorème et vous allez comprendre la mécanique d'utilisation de ce théorème. En deuxième lecture maintenant, vous allez avoir la démonstration du théorème. Le théorème, il contient des techniques, des méthodes et des raisonnements. Et en réalité, ils font fonctionner votre cours. Il faut prendre un théorème comme le corrigé d'un exercice. Vous imaginez que l'énoncé de l'exercice, c'est le théorème avec ses hypothèses et sa conclusion. Et vous imaginez maintenant que vous avez la correction de l'exercice que vous devez savoir refaire. Eh bien, vous lisez la preuve du théorème et à partir de là, vous allez comprendre d'où vient ce théorème, pourquoi il est là. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une succession de théorèmes et en classe prépa, vous pouvez avoir facilement 30 à 40 théorèmes dans un chapitre et vous aurez juste une suite de recettes de cuisine qui n'auront plus aucun sens pour vous. Ainsi, en travaillant comme ceci, vous lisez le cours du début à la fin, ligne après ligne, vous trouvez les théorèmes, vous les utilisez et vous comprenez comment ils fonctionnent à travers les exemples, puisque vous savez les utiliser, vous comprenez leur utilité et leur pertinence. Une fois que vous avez fait ça, vous travaillez les preuves et les démonstrations, comme si c'était des exercices corrigés. Et là, au bout de une fois tout ce travail fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez appris les démonstrations des théorèmes comme des exercices corrigés, vous aurez utilisé les exemples, et au final, vous aurez dans votre boîte à outils, entre guillemets, une trentaine d'exercices que vous aurez fait indirectement. Une fois que ce travail est fait, vous pouvez faire un résumé de votre cours et vous résumez juste les théorèmes avec les hypothèses ou les formules, tout simplement, et forcément, vous soulignez ces hypothèses d'application et vous savez et vous en rappellerez d'autant plus que vous les avez utilisés dans les exemples. Bien sûr, il y a des théorèmes qui sont plus difficiles. Les théorèmes qui sont plus difficiles ou les preuves sont plus longues, il faut les garder quand vous aurez plus de temps, quand vous aurez déjà commencé des exercices et que dans une deuxième lecture, vous allez vouloir prendre de la hauteur sur des théorèmes plus compliqués. Une fois que ce travail-là est fait, qui représente énormément de temps et de travail, vous pouvez attaquer les exercices. Les exercices, à ce moment-là, vous paraîtront plus simples parce qu'ils seront dans la lignée des exemples que vous avez travaillés. Vous saurez immédiatement quel théorème appliquer. Vous commencerez à avoir l'idée, si vous voulez, d'appliquer tel théorème ou tel théorème pour un exercice. Et quand vous n'arriverez pas à faire l'exercice, la correction, vous la comprendrez d'autant mieux. Attention, il existe des exercices qui sont des grands classiques.
Et là, j'attire votre attention sur l'idée que parfois, vous allez avoir l'énoncé de l'exercice et vous ne trouverez pas la solution. Euh, Ça, je vous l'accorde, ça arrivera. En réalité, il y a des grands classiques qu'il faut avoir travaillé. J'attends pas de vous que vous sachiez, en voyant l'énoncé, résoudre l'exercice. Non, les grands classiques, il faut les avoir vus, les avoir travaillés. C'est pour ça qu'on les appelle les grands classiques. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez travaillé les petits exemples, les grands classiques, les démonstrations, vous vous attaquez probablement à votre devoir maison ou vous pouvez faire des sujets en plus ou des exos en plus. Et plus vous faites d'exos, et mieux c'est. Mais vous allez imaginer qu'à la fin, vous aurez fait un bloc de cours, d'exercices, de théorèmes, d'exemples qui feront que ça créera un contenu pertinent. Si jamais vous faites l'erreur fatale de faire une lecture transversale de votre cours et de passer directement aux exercices, alors vous allez juste avoir une succession de théorèmes qui n'aura aucun sens pour vous. Le cours n'aura aucun sens puisque ça sera une suite de recettes de cuisine à appliquer. Et quand vous lirez un énoncé, eh bien, vous vous direz on utilise tel théorème, mais vous ne saurez pas pourquoi. Et dès que vous passerez à un autre exercice, vous ne saurez pas non plus pourquoi. Parce que vous avez tous ces théorèmes-là qui n'auront aucun sens pour vous parce que vous n'avez pas appris toutes les articulations. Car parfois, un théorème, eh bien, on l'utilise parce qu'un autre était en défaut. Et c'est là où on a compris que dans tel ou tel exemple, tel théorème était en défaut. Et si on rajoute telle ou telle hypothèse, eh bien, dans ce cas-là, on arrive à appliquer notre théorème et résoudre l'exercice. Je vous remercie, j'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas qu'il faut vraiment travailler les maths en étant calme. Il ne faut pas s'énerver, être zen et concentré. Et surtout, vous gardez votre cours sur la table, à côté une feuille de brouillon, et vous n'hésitez pas à prendre les choses pas à pas. Un petit exemple ici, vous voyez, quand il y a une formule comme ceci, il faut la lire avec attention. Par exemple, ici, il y a écrit quel que soit epsilon, il existe A positif. Eh bien, le A qui est ici, vous voyez, il dépend de epsilon. Et donc, vous voyez, cette lecture attentive doit vous faire dire que quand vous lisez ça, vous dites pour tout epsilon, vous dites je me fixe epsilon. Et comme je me suis fixé epsilon, il existe un A, eh bien, je me dis que si je change le epsilon, je change le A. Donc, dans votre esprit, il faut penser que le A qui est ici, il dépend de epsilon et qu'on pourrait mettre un petit epsilon entre parenthèses pour signifier cette dépendance. Après, on ne le fera plus, parce qu'en réalité, eh bien, c'est admis. On a compris que quel que soit epsilon, il existe A, le A dépend de epsilon. On ne le fera plus, mais vous voyez donc qu'il y a une lecture très attentive à avoir. Cette lecture-là, il faut l'avoir tout le temps par des petits réflexes comme ceci. Je vous remercie et à très bientôt.